Dans l'immensité glacée du vide, quelque chose avance. Ce n'est pas une flotte errante, ni une incursion de pillage comme l'Imperium en a connu tant d'autres. C'est une masse organisée, disciplinée, silencieuse. Les augures à longue portée de Cadia ne détectent plus seulement des signatures énergétiques ou des distorsions gravitationnelles. Ils enregistrent une altération progressive de l'espace lui-même, comme si la réalité ployait à l'approche de ce qui vient. Depuis 10 millénaires, Cadia se dresse à la frontière de l'œil de la terreur. 10 millénaires durant lesquels 12 croisades noires ont frappé, se sont brisées, puis se sont retirées. 12 offensives sanglantes, violentes, mais incomplètes. Des assauts qui, avec le recul, apparaissent aujourd'hui comme des tests, des sondes, des répétitions. La 13e est différente. L'inquisiteur Valorian transmet son rapport au haut commandement cadien sans emphase inutile. Les mots sont choisis avec soin, presque cliniques. L'ennemi n'est plus une menace future. Il ne manœuvre plus aux confins du secteur. Il a franchi les routes de l'Immaterium menant à Cadia. Il avance sans détour. Il ne cherche plus à contourner le verrou. Il vient le briser. Sur la planète forteresse, l'activité atteint un niveau jamais enregistré depuis sa fondation. Cadia cesse d'être un monde civilisé pour redevenir ce pourquoi elle a été conçue, une arme. Chaque casseur, chaque cité, chaque infrastructure est absorbée dans une logique unique. Tenir, retarder, user. Le seigneur Castellan Urzarkar Eucride ordonne la mobilisation totale. Il ne s'agit plus de préparer une défense classique, mais de transformer la planète entière en zone de combat continu. Depuis plus de 72 heures, il dirige les opérations sans interruption. Son visage porte les marques de l'épuisement, mais ses yeux brûlent d'une lucidité froide. Il sait ce que beaucoup refusent encore de formuler. Cette fois, Cadia n'est pas attaquée pour être prise. Elle est attaquée pour être supprimée. Au-dessus de la planète, les plateformes de défense orbitale entrent dans leur dernière phase de réarmement. Les civils sont évacués vers les réseaux souterrains. Les lignes extérieures sont saturées de troupes, d'artillerie, de batteries lourdes. Les installations nucléaires passent en alerte stratégique maximale. Pas pour dissuader, pour garantir qu'aucune ressource ne tombera intacte. Et, dominant l'ensemble, les pylônes antiques s'illuminent. Ces structures nécrontyres, plus anciennes que l'Imperium lui-même, s'éveillent à pleine puissance. Des arcs d'énergie bleutée parcourent leurs flancs, tissant une barrière psychique autour du monde. Un rempart contre le warp, du moins, c'est ce que l'on croit encore. À mesure que la flotte noire approche, Cadia commence à changer. Le ciel nocturne se couvre d'aurores aux teintes impossibles. Des couleurs qui n'appartiennent à aucun spectre connu ondulent au-dessus des casseurs. Par moments, ces lumières semblent se figer, adopter des formes que certains jurent reconnaître. Des visages, des glyphes, des promesses murmurées à ceux qui écoutent trop longtemps. Les réseaux Vox deviennent instables. Des transmissions se superposent, se parasitent. Des voix surgissent, étrangères, parfois familières. Des conversations inachevées, arrachées à d'autres lieux, d'autres époques. Les astropathes impériaux payent le prix le plus lourd. Beaucoup sont retrouvés morts dans leurs cellules, les yeux consumés, les traits figés dans une expression de terreur pure. Ceux qui survivent supplient parfois d'être réduits au silence. Ils parlent de regards posés sur Cadia, de quelque chose qui observe. Sur les plaines septentrionales,
Les nuages se rassemblent en formation contre nature. Des architectures inversées se dessinent dans le ciel, échos diffractés de cités cauchemardesques nichées au cœur de l'œil de la terreur. Les plus anciens vétérans détournent le regard. Ils ont déjà vu ces signes. Ils savent ce qu'ils annoncent. Face à cette montée de l'irrationnel, l'ecclésiarchie intensifie sa présence. Les offices deviennent ininterrompus. Les litanies de protection se mêlent aux cantiques de bravoure. Dans les rues de Kazerkraf, des processions parcourent les remparts, brandissant des reliques issues des croisades noires passées. Fragments d'armure brisées, l'âme ayant goûté au sang des démons. Non pour garantir la victoire, mais pour rappeler le sens du sacrifice. Le cardinal Grégory Estor ne promet pas le salut. Il parle de devoir, de martyr, de foi comme dernier rempart lorsque toute certitude matérielle s'effondre. Dans les forges et les sanctuaires technologiques, les technoprêtres observent les pylônes avec une inquiétude croissante. Les structures ne se contentent plus de projeter un champ de contention. Elles entrent en résonance entre elles. Leurs signatures énergétiques fluctuent. Dans la noosphère, certains magos parlent de chants, d'autres de cris. Aucun ne prétend comprendre. Dans les profondeurs de Cadia, bien en dessous des lignes de défense visibles, les portes, que nul n'avait ouvertes depuis des siècles, cèdent sous des ordres qui ne portent aucune signature officielle. Ces chambres fortes n'apparaissent sur aucun plan public. Leur existence même est un aveu, celui que l'Imperium, parfois, prépare l'inacceptable. Derrière des blindages gravés de litanies de dissuasion reposent des technologies que le Mechanicus n'a jamais osé valider. Des prototypes figés, dans l'attente d'une guerre jugée trop dangereuse pour être livrée. Relais Geller renforcés, capables de stabiliser localement la réalité. Auspex occultés, aveugles au warp mais sensibles à ses cicatrices. Armes gravitationnelles modulaires, pensées pour briser des entités dont la masse n'obéit plus aux lois physiques. Ces dispositifs sont exhumés sans cérémonie. Les rites sont abrégés. Les bénédictions récitées à voix basse. Les magos présents comprennent immédiatement qu'ils franchissent une ligne. Beaucoup savent déjà qu'ils n'en reviendront pas. S'il y a un après, leurs noms seront effacés, leurs travaux condamnés, leurs restes recyclés. Mais sur Cadia, la postérité n'a plus de valeur. Des générateurs de champs Geller modifiés sont hissés vers les zones de rupture anticipées. Contrairement au modèle naval, ils ne sont pas conçus pour protéger un vaisseau en translation. Ils doivent tenir, brièvement, contre une pression directe du warp. Les calculs sont incomplets. Les marges de sécurité inexistantes. Mais chaque minute de stabilité, arrachée à l'immatérium, peut sauver des milliers de vies. L'Ordo Xenos supervise une partie de ces opérations. Présence exceptionnelle, justifiée par la nature même des pylônes. Les technologies Xenos neutralisées sont sorties de quarantaine, disséquées, reconfigurées, dépouillées de toute symbolique étrangère. On ne cherche pas à les comprendre, seulement à les faire fonctionner une fois. Une seule fois suffit. Dans certains complexes, les techmarines de chapitres alliés assistent en silence à l'assemblage d'armes issues d'arsenaux disparus. Des reliques de force rayées des registres impériaux, mortes dans des guerres que l'Imperium préfère oublier. Sur les quais logistiques, des caisses scellées, frappées de sceaux que nul n'ose interroger, sont convoyées vers les niveaux les plus profonds. L'Officio Assassinorum n'explique jamais sa présence. Il la rend simplement nécessaire. Peu à peu, une vérité s'impose. Cadia n'est plus seulement un bastion. Elle devient un laboratoire de survie impériale. Un lieu où l'on teste jusqu'où l'humanité peut plier sans se rompre.
Sur Cadia, la survie n'est plus une vertu morale, elle est devenue une monnaie stratégique. Lorsque les plans finaux sont présentés, aucun officier expérimenté ne cherche la ligne de victoire. Elle n'existe pas. La défense de Cadia est structurée en cercles concentriques. Mais ces cercles ne sont pas conçus pour repousser indéfiniment l'ennemi. Ils sont pensés pour céder, lentement, méthodiquement. Chaque ligne a une durée de vie estimée. Chaque casseur extérieur est évalué non pour sa capacité à tenir, mais pour le temps qu'il peut acheter. Certaines zones sont classées comme perdues, avant même le premier tir. Les régiments qui y sont affectés reçoivent des ordres clairs, dépourvus de toute ambiguïté héroïque. Tenir, transmettre, mourir. Leur sacrifice est intégré au calcul. L'artillerie lourde est repositionnée pour maximiser les tirs d'interdiction, non les destructions massives. Il ne s'agit plus d'anéantir l'ennemi, mais de le canaliser, de l'user, de le forcer à avancer là où Cadia l'attend. Les sions du Militarum Tempestus sont déployés comme scalpels. Ils frappent les nœuds logistiques, désorganisent les assauts, puis disparaissent, laissant derrière eux des poches de chaos dans le chaos. Les chevaliers et les titans ne sont pas engagés comme fer de lance. Ils deviennent des bouchons stratégiques, envoyés là où une brèche menace de s'élargir trop vite. Leur mission n'est pas de survivre, mais de ralentir l'inévitable. Les pilotes le savent. Les serments sont ajustés en conséquence. Lorsque les Space Marines arrivent, ils comprennent immédiatement la nature de la défense. Aucune promesse d'extraction, aucune illusion de rotation. Des missions sans retour sont acceptées sans débat. Ils ne sont pas là pour sauver Cadia. Ils sont là pour donner à sa mort un sens tactique. Dans l'espace, la flotte impériale adopte la même logique. En infériorité numérique, elle ne cherche pas l'affrontement décisif. Elle harcèle, elle retarde, elle se sacrifie par fragments. Chaque croiseur perdu est un retard infligé à la flotte noire. Chaque escadre détruite est une heure gagnée. Sur les tables hololithiques, une phrase revient sans cesse. Murmurée, répétée, acceptée. Chaque heure gagnée vaut plus qu'un monde. Une fois les plans figés et les lignes occupées, Cadia entre dans une phase étrange. Il n'y a plus rien à préparer, plus rien à improviser. Tout ce qui pouvait être fait l'a été. Le monde se tait. Dans les casseurs, les soldats écrivent. Beaucoup commencent des lettres qu'ils n'achèveront jamais. Certains les brûlent immédiatement. D'autres les glissent dans leurs uniformes, sans illusion qu'elles seront jamais lues. Personne ne parle de retour. Les enfants cadiens, intégrés depuis toujours à la machine militaire, s'activent dans les zones logistiques. Ils portent des caisses de munitions, acheminent des messages, apprennent à reconnaître le son des sirènes. Pour eux, ce n'est pas une fin du monde, c'est l'aboutissement d'une éducation. Dans les infirmeries, les blessés légers refusent parfois les soins prolongés. Ils demandent à être renvoyés sur les lignes tant qu'ils peuvent encore tenir une arme. Mourir plus tard n'a aucun sens si l'on peut tenir maintenant. Dans les tavernes encore ouvertes de casseurs crafts, les rires éclatent trop vite, trop fort. Les plaisanteries sont brèves. On boit à l'empereur, à Cadia, à l'idée abstraite de faire payer l'ennemi. Personne ne demande si la planète survivra. La seule question qui circule est plus simple, plus brutale. Où se battre ? Le dicton ancien circule de bouche en bouche, gravé sur des plaques, griffonné sur des murs. Cadia tient, jusqu'à ce que Cadia tombe. Le seigneur Castellancride parcourt les défenses. Il ne fait pas de discours. Il n'en a pas besoin. Sa présence suffit. Les soldats n'attendent pas des promesses. Ils veulent voir qu'il est là. Qu'il regarde la même chose qu'eux. Le ciel. Les étoiles qui commencent à pâlir. Cadia n'espère plus. Cadia
attend. Les derniers rapports arrivent presque simultanément, comme si la réalité elle-même avait décidé de cesser toute retenue. Depuis des jours, Kadia accumulait les signes sans les relier. Des anomalies isolées, des perturbations classées, expliquées, compartimentées. Mais à mesure que les flux de données convergent vers les centres de commandement, une image plus vaste se dessine, incomplète, fragmentaire, suffisante. Les auspex orbitaux, recalibrés jusqu'à la limite de leur tolérance, confirment ce que les astropathes survivants refusaient déjà de formuler. La flotte noire n'avance pas seule. Derrière la masse principale, au-delà des formations d'assaut et des escadres d'escorte, d'autres signatures apparaissent. Immenses, lentes, partiellement occultées, comme si elles refusaient d'être pleinement perçues. Leur énergie ne correspond à aucun profil impérial connu, mais elle n'est pas étrangère. Les technoprêtres les plus anciens remarquent la similitude avant les autres. Les fréquences, les harmoniques, les variations cycliques. Ces signatures résonnent avec celles des pylônes, non comme un écho, comme une inversion. Dans les sanctuaires noosphériques, certains flux sont brutalement interrompus, non par l'ennemi, mais par le Mechanicus lui-même. Des magos coupent des liaisons, scellent des archives, détruisent des fragments de calcul avant qu'ils ne soient consolidés. Ils ont compris. Et ils savent que comprendre plus loin ne servirait à rien. Les pylônes entrent alors dans une phase nouvelle. Leur lueur change subtilement. Les arcs d'énergie bleutés perdent leur régularité parfaite. Dans la noosphère, leur champ se déforme. Ce n'est plus une barrière stable, c'est une tension, une contrainte exercée sur quelque chose d'infiniment plus vaste qu'eux. Ce que Kadia croyait être un verrou n'était qu'une digue. Et toute digue, aussi ancienne soit-elle, finit par céder lorsque la pression devient absolue. Les officiers du haut commandement commencent à recouper les données, les croisades noires précédentes, leur violence, leur échec apparent, leur retrait systématique. Lentement, une vérité s'impose, glaciale dans sa simplicité. Ces guerres n'étaient pas des tentatives, elles étaient des préparatifs. Kadia n'a jamais été attaquée pour être conquise. Elle a été attaquée pour être éprouvée, mesurée, usée. La 13e croisade n'est pas une répétition de plus. Elle est la conclusion logique de 10 000 ans de pression progressive. Une opération conçue non pour briser un monde, mais pour briser ce qui l'empêche depuis l'hérésie. Le rôle de Kadia devient soudain limpide. Ce monde ne défend pas seulement un secteur, il contraint l'œil de la terreur. Il empêche quelque chose de plus vaste de s'étendre librement. Et cette fois, l'ennemi n'est pas venu tester la digue. Il est venu avec de quoi la faire céder. Les messages envoyés vers Terra restent sans réponse. Les astropathes transmettent, attendent et recommencent. Rien, aucun ordre nouveau, aucun renfort décisif annoncé. Les promesses, faites des mois plus tôt, se dissolvent dans le silence stratégique. Ce n'est pas un abandon déclaré. C'est pire. C'est la reconnaissance tacite qu'il n'y a plus rien à envoyer à temps. Kadia est seule. Dans les sanctuaires de l'ecclésiarchie, les prières changent de ton. On ne parle plus de victoire, on parle de témoignage, de sacrifice, de tenir assez longtemps pour que l'humanité comprenne ce qui est en train de se jouer. Dans les forges, certains technoprêtres cessent d'espérer stabiliser les pylônes. Ils travaillent désormais à mesurer leur défaillance, à prévoir où la rupture se produira en premier, à retarder l'instant de quelques minutes supplémentaires.
Chaque minute compte. Sur les remparts, les soldats voient le ciel s'assombrir. Les constellations disparaissent une à une, avalées par une ombre qui ne ressemble pas à une nuit ordinaire. Les sirènes hurlent. Les réseaux d'alerte passent en synchronisation totale. Les batteries orbitales se verrouillent, leurs équipages prêts à tirer jusqu'à la destruction. La flotte noire est désormais visible à l'œil nu. Une mer de silhouettes sombres, de proues hérissées, de coques couvertes de symboles blasphématoires. Derrière elle, à peine perceptibles, des masses encore plus vastes demeurent immobiles, en attente, comme si quelque chose observait. Le seigneur Castellan Urzarkar Eucride se tient sur les remparts de Casser Kraf. Son manteau bat lentement sous les rafales glacées. Le cigare qu'il tient entre ses lèvres est presque consumé. Autour de lui, les officiers attendent. Aucun ne pose de questions. Tous ont compris. La bataille à venir ne décidera pas du sort de Cadia. Ce sort est déjà scellé. Elle décidera de ce que l'ennemi pourra faire après. Creed ne parle pas de victoire. Il ne promet rien. Il ne cherche pas à embellir l'inévitable. Sa voix est grave, rauque, mais parfaitement stable lorsqu'il se tourne vers les soldats massés sur les remparts. Il ne leur demande pas de survivre. Il leur demande de tenir. Un seul mot, un ordre ancien, un serment répété depuis 10 millénaires. Tenez. Au même moment, quelque part dans le warp, quelque chose répond. Les pylônes hurlent. Le ciel s'éteint et la bataille de Cadia commence.